Ma femme voulait que nous fassions une pause pendant son voyage d'affaires. J'ai accepté et j'ai dit que j'allais à Marseille. Tu vas la voir, a-t-elle crié. Je me suis contenté de sourire. Minuit, Diane a fait irruption dans notre appartement en hauteur comme si elle possédait non seulement l'espace, mais le temps lui-même. Aucune explication, aucune excuse, pas même un regard dans ma direction. Ses talons claquaient sur le parquet comme des signes de ponctuation dans un discours que je n'avais pas été invité à entendre. Elle a laissé tomber son sac à main sur le comptoir en marbre, a éteint son téléphone comme si elle avait terminé sa journée, et est passée devant moi, directement dans la chambre. Je l'ai suivie, le cœur battant plus lentement que d'habitude, mais plus lourd à chaque battement. « Où étais-tu » ai-je demandé, la voix basse, stable. Elle ne s'est pas arrêtée, défaisant la fermeture éclair de sa robe. Et ce n'est pas une réponse, Diane. Elle s'est retournée pour me faire face, la robe à moitié enlevée, une expression illisible dans la pénombre. Seul le bourdonnement lointain de la circulation et le pouls de la ville nocturne de Paris s'infiltraient par les fenêtres derrière elle. « Je ne te dois pas le détail de mon emploi du temps », a-t-elle dit d'un ton sec. « Je suis une femme adulte. Je dirige une entreprise. Je vais et je viens quand j'en ai besoin. » Elle l'a dit comme ça. Comme si le concept même de respect entre nous avait expiré avec la garantie de nos alliances. « Je ne suis pas ton assistant, Diane. Je suis ton mari. »« Oh, c'est vrai ?» a-t-elle dit, avec un rire unique, bref et sec comme un hoquet. « Merci pour le rappel. » Mes poings se sont serrés, mais je n'ai pas haussé la voix. « Pas ce soir. Tu portes toujours cette bague. Tu signes toujours ton nom à côté du mien. Alors, à moins que tu ne sois prête à réécrire les termes. » Elle m'a coupé avec un regard plus froid que le comptoir en granit. « Encore ça ?» a-t-elle dit. Les petits sermons pleins de reproches. « Étienne, tu savais qui j'étais quand tu m'as épousé. Tu aimes mon ambition. Tu t'en vantais. Je n'ai pas épousé ton calendrier, ai-je rétorqué. Je t'ai épousé, toi. » Silence. Elle s'est approchée. Assez près pour que je sente les notes florales d'un parfum que je ne lui avais pas acheté. Assez près pour me faire me demander si quelqu'un d'autre l'avait fait. « Si tu veux une femme qui cuisine, plie le linge et s'accroche à ton emploi du temps comme si c'était l'évangile, alors tu aurais dû rester à Cassis. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ce nom, ma ville natale, n'était pas seulement un lieu. C'était un passé que j'avais laissé derrière moi pour elle. Une version de moi qui croyait que l'intensité équivalait à l'amour. Elle s'est détournée, a enfilé un peignoir en soie comme si tout cet échange l'ennuyait. « Si tu es si malheureux, Étienne, peut-être que tu devrais partir. » Ce n'était pas une menace. C'était pire. C'était une permission. Je suis resté là, dans notre chambre, notre sanctuaire supposé, et j'ai réalisé quelque chose qui faisait plus mal que la dispute. Elle n'avait pas peur de me perdre, pas le moins du monde. Ma voix, quand elle est sortie, était à peine plus qu'un murmure. « Je ne pars pas, Diane. » Elle a marqué une pause. « Tu veux partir ? Tu déposes les papiers, mais ne pense pas que je vais continuer à marcher sur des œufs autour de ton détachement. Tu veux la liberté ? Très bien, mais ne prétends pas que c'est encore un mariage alors que tout ce que tu offres, c'est ton ombre. » Sa lèvre a tremblé pour la première fois ce soir-là. Elle a cligné des yeux plus vite que d'habitude, mais n'a rien dit. J'ai quitté la pièce, non pas en défaite, mais avec clarté. La vérité n'avait pas été un naufrage soudain. Elle nous avait érodés, centimètre par centimètre. Mais ce soir, les dégâts s'étaient enfin rendus visibles. J'avais l'habitude de penser que l'amour était censé brûler de mille feux. Maintenant, je voulais juste la paix. Je m'appelle Étienne. Et c'était la nuit où j'ai cessé d'avoir peur de perdre ma femme et où j'ai commencé à me souvenir de ce que c'était que de se raccrocher à soi-même. L'après-midi suivant, je me tenais dans le hall d'entrée en marbre immaculé de l'immeuble de bureau de Diane, tenant un sac en papier brun de sushi hors de prix et 2 cafés glacés. Centre de Paris. D'élégantes tours de verre découpant le ciel. Tout le monde marchait vite, comme s'il courait contre une horloge invisible. J'ai vérifié mon reflet dans les portes de l'ascenseur, chemise boutonnée, fraîchement rasée, essayant de ressembler à la version de moi-même à laquelle elle souriait autrefois. Mais je n'étais pas là par nostalgie. J'étais là pour voir s'il restait quelque chose. Le bureau de Diane était au 21e étage,
une suite d'angles avec des vues panoramiques et des meubles qui coûtaient plus cher que ma voiture. Je suis sorti dans un couloir silencieux avec des panneaux de verre dépolis et le faible bourdonnement d'une productivité stratégique. Le réceptionniste, un jeune homme avec des lunettes en écaille de tortue et une voix de présentateur d'émission audio, a souri maladroitement. « Bonjour, puis-je vous aider ? » « Je suis ici pour Diane Colbert, ai-je dit. » Son regard s'est porté sur le sac de sushis, puis est revenu vers moi avec une expression que j'ai déjà vue, de la pitié déguisée en politesse. « Laissez-moi voir si elle est disponible. » Il a actionné un interphone. Une pause. Puis il dit, « Vous pouvez y aller. » Je l'ai remercié et j'ai suivi le couloir, passant devant des bureaux en espace ouvert remplis de l'équipe élégamment vêtue de Diane, chaussures cirées, blazer couleur expresso, cette énergie des startups de la station F avec juste assez de décontraction pour rester intimidante. Les têtes se sont tournées. Diane se tenait derrière son bureau quand je suis entré, le téléphone collé à l'oreille, les yeux se plissant juste assez pour manifester sa désapprobation. Elle a mis fin à l'appel rapidement, son ton sec. « Étienne » a-t-elle dit, comme si mon nom était une surprise qu'elle n'avait pas commandée. « Je pensais apporter le déjeuner » ai-je dit, en soulevant le sac avec un faible sourire. Elle n'a pas rendu mon sourire, se contentant de hocher la tête vers une chaise qui n'avait manifestement pas beaucoup servi. « Tu aurais pu envoyer un texto » a-t-elle murmuré, en prenant le café mais pas les sushis. « Je voulais te faire une surprise » ai-je dit, en essayant de garder l'ambiance légère. Je me suis dit qu'on pourrait manger ensemble, comme au bon vieux temps. Elle s'est assise, a croisé les jambes lentement, délibérément. La dynamique de pouvoir dans la pièce était suffocante. « C'est gentil » a-t-elle dit, ce qui, d'une manière ou d'une autre, a rendu mon geste ridicule. Mais ce n'est pas le bon moment. Je me suis penché en avant, en faisant attention de ne pas laisser le poids dans ma poitrine se glisser dans ma voix. « C'est juste un déjeuner, Diane. 10 minutes. On avait l'habitude de parler dans des placards à balai, tu te souviens. » Elle a jeté un coup d'œil vers le mur de verre. Deux de ses collègues s'étaient arrêtés près de la fontaine à eau, nous observant clairement comme si nous étions le prélude à un scandale. Diane s'est légèrement penchée et a sifflé, « Tu me mets dans l'embarras. » Je me suis reculé, stupéfait. Pour t'avoir apporté le déjeuner ? Pour être arrivé à l'improviste. Ce n'est pas Cassis, Étienne. Je ne suis pas la fille qui séchait les cours juste pour s'asseoir sur la benne de ton camion et partager des frites. C'est mon monde, maintenant. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire, mon monde, qui m'a durement touché. J'ai regardé autour de moi les meubles modernes, le verre, le silence entre ces mots. Et puis je l'ai regardé. Une posture parfaite, une peau sans défaut, des yeux assez perçants pour trancher à travers les souvenirs. Je ne t'ai jamais demandé d'arrêter de grandir, ai-je dit. Mais je ne pensais pas que je deviendrais la chose que tu avais dépassée. L'expression de Diane a vacillé une petite seconde. Puis elle s'est levée. Ce n'est pas personnel, a-t-elle dit, en rassemblant son téléphone, son agenda, son autorité. C'est professionnel, et je dois retourner au travail. Je me suis levé aussi, lentement, en posant les sushis sur son bureau comme une offrande à un sanctuaire qui n'entendait plus les prières. Je vais y aller. Le couloir à l'extérieur de son bureau semblait plus froid, d'une certaine manière. Les regards curieux de son équipe me brûlaient comme des lampes chauffantes. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et j'ai de nouveau regardé mon reflet. Seulement cette fois, j'ai vu ce que je m'étais refusé à voir. Elle n'était pas seulement distante. Elle en avait fini. Et peut-être que moi aussi. Une semaine s'est écoulée. Une semaine calme, tendue, vide. Nous existions comme deux personnes marchant dans le brouillard dans la même maison, nous heurtant par accident, prétendant que le silence n'était pas intentionnel. Les conversations se réduisaient à la logistique du calendrier, à l'inventaire du réfrigérateur et à de tièdes murmures de « je sors ». Mais ce vendredi matin-là, quelque chose a changé. Je venais de me verser une tasse de café. Diane, toujours en peignoir, se déplaçait avec détermination entre la chambre et le couloir, sa valise déjà ouverte sur le lit comme une accusation. Elle portait du rouge à lèvres. À 8h12 du matin, ce n'était jamais bon signe. Je me suis appuyé contre le comptoir, la regardant fermer des trousses à fermeture éclair et faire des cliquetis dans la pièce comme si elle était la vedette de son propre montage de départ. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé, connaissant très bien la réponse. Elle n'a pas levé les yeux. « Conférence à Bordeaux. » Je te l'ai dit. Tu as mentionné Bordeaux.
Tu n'as pas dit que ça nécessitait 3 paires de talons et la moitié de l'appartement. Elle a marqué une pause, les mains agrippant la poignée de sa valise, les jointures blanchissant légèrement. Puis, aussi nonchalamment que quelqu'un commentant la météo, elle l'a dit. Je pense que nous devrions faire une pause. Elle n'a pas dit, rompre. Elle n'a pas dit, se séparer. Elle l'a dit comme une dirigeante du secteur technologique présentant une nouvelle fonctionnalité d'application, clinique, impeccable, émotionnellement distante. J'ai posé mon café, délibérément lentement. Tu veux faire une pause? Diane a enfin levé les yeux, passant une mèche de cheveux derrière son oreille comme si c'était la partie la plus difficile de toute cette conversation. Oui. Juste du temps. Pour nous deux. 1000 pensées m'ont traversé l'esprit, mais au lieu de la panique ou des supplications, ce qui est monté en moi était quelque chose de différent. Le calme, la clarté. Peut-être. J'ai hoché la tête lentement. D'accord, ai-je dit. Diane a cligné des yeux, ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Je vais descendre à Cassis pour un moment, ai-je ajouté, en sirotant mon café comme si nous discutions de plans de voyage, pas de fracture conjugale. Pour me vider la tête. Cela l'a figé. Cassis, a-t-elle répété, comme si j'avais dit Paris ou Pluton. Ouais, ai-je dit, d'un ton stable. Ça fait un moment. J'ai bien besoin d'un air qui ne vient pas avec des conférences téléphoniques. Elle a essayé de rester cool, mais quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait dire quelque chose, mais à la place, elle a fermé sa valise avec un peu plus de force que nécessaire. En attrapant son chargeur de téléphone, elle a posé la question nonchalamment, trop nonchalamment, tu vas la voir? Le moment est resté en suspens, ténu mais tranchant. Je n'ai pas demandé de qui elle parlait. Je n'en avais pas besoin. À la place, je lui ai offert un sourire lent et indéchiffrable, le genre qui dit tout et rien à la fois. Je n'ai pas parlé, mais le silence était plus fort que n'importe quelle confession. L'expression de Diane a vacillé. Une rougeur est montée le long de son cou. Pas de l'embarras, pas tout à fait de la colère. Quelque chose entre les deux. Quelque chose d'incertain. D'accord, a-t-elle dit en relevant le menton. Je me suis écarté pour qu'elle puisse faire rouler sa valise devant moi. Elle n'a pas dit au revoir, juste le doux clic du loquet de la porte d'entrée derrière elle. L'appartement est retombé dans le silence. Seulement cette fois, il ne semblait pas oppressant. Il semblait propre, comme si quelque chose avait été enlevé. Je me suis tourné pour faire face au soleil du matin qui s'infiltrait par la fenêtre. J'ai de nouveau siroté mon café. Cassis. Je n'y étais pas retourné depuis des années. Mais soudain, c'était exactement là où je devais aller. Cassis n'avait pas beaucoup changé. Peut-être quelques cafés de plus, un hôtel plus brillant sur le port, mais l'ossature de la ville était toujours la même, décontractée, chauffée par le soleil, tissée de conversations lentes et de la légère odeur de sel marin et de café en préparation. Je me suis garé près du parc Borély ce premier matin et je suis resté assis 1 minute. Moteur éteint, fenêtres entr'ouvertes, laissant l'air entrer plus pur en quelque sorte, plus doux. Les pins parasols ici n'essayaient pas d'être impressionnants. Ils se tenaient simplement là, fiables, imperturbables, l'opposé de tout ce que j'avais côtoyé. Je suis sorti et j'ai marché vers le petit banc près du kiosque à musique, le même banc où j'avais l'habitude de la retrouver. Manon. Elle arrivait toujours avant moi, un livre à la main, un cardigan trop grand enroulé autour d'elle comme un câlin de l'intérieur. Elle ne se pressait jamais, n'élevait jamais la voix. Son calme était ce qui la rendait dangereuse. Je ne le savais pas à l'époque. Je le sais maintenant. Je suis resté assis là, seul, les coudes sur les genoux, regardant un jeune père aider sa fille à nourrir un écureuil avec des biscuits apéritifs. La fille gloussait à chaque petite prise de pâte, tandis que le père, probablement plus jeune que moi maintenant, souriait comme s'il avait gagné au loto juste pour la voir rire. C'était la version de moi que j'imaginais pour l'avenir. Plus simple, plus proche du niveau du sol. Mais quelque part en chemin, j'ai échangé la paix contre l'ambition. Manon contre Diane. Je ne suis toujours pas sûr si c'est le courage ou la lâcheté qui m'a poussé à le faire. J'ai regardé la scène un peu plus longtemps, puis j'ai fermé les yeux. Je pouvais encore sentir le mélange de la lotion à la vanille de Manon et des vieux livres de poche de bibliothèque. Je pouvais entendre sa voix demander doucement, « Pourquoi as-tu toujours l'air d'être sur le point de t'enfuir ?» Elle disait ça quand je tressaillais au silence, quand je sortais mon téléphone juste pour éviter d'être immobile.
Et je m'étais enfui, n'est-ce pas? Je ne lui ai pas dit que je choisissais Diane. Je me suis juste effacé. J'ai accepté une offre d'emploi à Paris. Je me suis dit que c'était stratégique. Je lui ai dit que ce n'était pas un adieu, juste une pause. Encore ce mot. Mais la vérité, c'est que je ne suis jamais revenu. Pas jusqu'à maintenant. Un vent léger a soufflé dans les branches au-dessus de moi. J'ai levé les yeux. Le café de l'autre côté de la rue avait changé de propriétaire, mais la terrasse était toujours là. Des chaises en fer forgé, du lierre grimpant sur le mur, du jazz s'échappant des haut-parleurs muraux. J'ai souri. Cette vieille blessure était encore douloureuse. Tout comme la douleur dans ma poitrine. C'est drôle comme on ne réalise pas à quel point on est tendu jusqu'à ce que quelque chose finisse par lâcher, comme l'air qui revient dans un ballon qui se croyait dégonflé en permanence. Je suis resté sur le banc un peu plus longtemps, regardant la ville m'ouvrir les bras. Pour la première fois depuis des années, je ne me pressais nulle part. Je n'essayais pas d'impressionner, de décoder ou d'apaiser. Je ne gérais pas un emploi du temps, ni une personne, ni un mariage qui ressemblait plus à un partenariat de marque qu'à un lien. J'étais juste là, et c'était nouveau. C'était suffisant. Je n'avais pas l'intention de la voir. Honnêtement, je n'avais même pas trouvé le courage de la chercher. Cassis était petite, oui, mais pas inévitable. J'aurais pu être ici une semaine sans jamais croiser son chemin. Mais le monde a une façon de mettre les choses devant vous au moment où vous cessez de vous en cacher. Cet après-midi-là, j'ai erré dans le vieux café du coin près du parc, celui avec la terrasse couverte de lierre et les carreaux verts ébréchés à l'entrée. Il avait un nouveau nom, une nouvelle police sur l'auvent, mais la même ossature, la même odeur de bois chaud, le même jazz paresseux en fond sonore. J'ai choisi une table près de la fenêtre et j'ai commandé un sandwich dont je n'avais pas faim. Et puis je l'ai vue. Elle était de l'autre côté de la terrasse, assise sous un parasol rouge délavé, à moitié dans l'ombre, les jambes repliées sous elle, un livre dans une main, un café dans l'autre. Ses cheveux étaient plus courts maintenant, toujours châtains, toujours d'apparence douce. Ses traits étaient plus marqués, plus définis, mais sa présence était toujours la même, calme, entière, comme si le monde tournait autour d'elle au lieu de la traverser. Elle a levé les yeux lentement, comme si elle m'avait senti d'abord. Ses yeux ont rencontré les miens, et pendant un instant, l'espace entre nous a fondu. Pas d'année, pas de silence, pas d'adieu, juste la reconnaissance. Manon. Elle a penché la tête, son expression indéchiffrable pendant une demi-seconde. Puis, sans hésitation, elle s'est levée et s'est approchée. Étienne Moreau, a-t-elle dit, en posant son café sur ma table comme s'il y avait sa place. Tu n'es pas un fantôme, après tout. J'ai souri, pris au dépourvu par la chaleur de sa voix. Ça dépend à qui tu demandes. Elle ne s'est pas assise avant que je ne lui désigne le siège en face de moi. Puis elle s'est installée, en lissant son jean. Elle m'a regardé comme quelqu'un qui vérifie un livre pour retrouver les pages qu'il a cornées autrefois. Tu as l'air, elle a fait une pause, les yeux scrutateurs, point pluvieux. Tu aurais pu t'arrêter à tu as l'air, ai-je dit. Elle a ri. C'est juste. Il y a eu un moment de calme entre nous, mais il n'était pas douloureux. Il était, tout simplement. Je ne savais pas que tu étais de retour, a-t-elle dit doucement, ou que tu te souvenais encore de cet endroit. Je n'ai rien oublié, ai-je dit. J'ai juste arrêté de regarder en arrière. Ça ressemble à quelque chose qu'un homme dit quand regarder en arrière fait mal. J'ai croisé son regard. C'était le cas. Pendant longtemps. Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà, a remué son café même s'il n'en avait pas besoin. Tu es belle, ai-je dit, et je le pensais. Toi aussi, a-t-elle répondu. Fatiguée, mais tu as l'air bien. Nous avons parlé pendant 1 heure, peut-être plus, de rien et de tout. Elle m'a dit qu'elle enseignait maintenant la littérature à l'IUT locale. Un travail modeste mais honnête, a-t-elle dit. J'aime ça. Ça me laisse respirer. Je lui ai dit que je travaillais dans l'informatique. Le genre de travail qui paie bien et ruine votre posture. Elle a ri. Ça semble correspondre. La conversation a tournoyé autour de l'évidence. Aucun de nous n'a posé de questions sur nos relations. Nous n'en avions pas besoin. Il y a une sorte d'énergie que les gens dégagent quand ils sont pris. Elle ne la dégageait pas. Moi non plus. À un moment donné, elle a tendu la main vers la salière sur la table, et ses doigts ont effleuré les miens.
Elle n'a pas retiré sa main. Moi non plus. Es-tu venu ici pour me trouver, a-t-elle demandé finalement. Non, ai-je dit, mais je ne suis pas surpris de l'avoir fait. Elle m'a étudié un instant de plus. Ses yeux avaient toujours eu cette façon de mettre mes défenses en pause. Je ne suis pas rancunière, a-t-elle dit doucement, au cas où tu te poserais la question. Je me la posais. Un autre silence est passé. Il n'avait pas besoin d'être comblé. Puis elle s'est levée. Je suis ici la plupart des samedis, a-t-elle dit, en passant son sac sur son épaule. Même table. Je me suis levé aussi. Notez. Et juste comme ça, elle était partie, de retour de l'autre côté de la terrasse, disparaissant sur le trottoir, le parasol rouge se balançant légèrement dans la brise derrière elle. Je me suis rassis et j'ai regardé sa tasse vide en face de moi, encore chaude. Moi aussi. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est allumé juste après midi. Diane. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé sonner. Pas de culpabilité, pas de panique, juste de la curiosité. Je l'ai laissé vibrer une fois de plus avant de décrocher. Allô. Sa voix était mielleuse, étirée juste assez pour paraître sans effort. Salut, l'étranger. Je me suis penché en arrière dans le fauteuil en osier sur le porche de la maison de location. Une brise tirait sur la moustiquaire derrière moi. Diane. Elle a fait une pause, comme si elle ne s'attendait pas à la froideur de ma voix. Alors, Cassis te traite bien. Je pouvais entendre son sourire au téléphone. Elle devait probablement faire les 100 pas pieds nus dans son loft, un café glacé à la main, la voix assez douce pour paraître suave mais assez tranchante pour suggérer qu'elle croyait encore tenir les rênes. C'est calme ici, ai-je dit. Ça m'a fait du bien. Le calme peut être dangereux, a-t-elle songé. Pas toujours. Il y a eu un temps de silence. Je pensais à toi ce matin, a-t-elle dit. C'est bizarre de ne pas t'entendre faire du café ou laisser les lumières allumées dans le couloir. Même le frigo semble trop froid. Je n'ai pas mordu à l'hameçon, ai-je dit, en riant presque. Elle a gloussé. Tu es différent. Tu as remarqué ça à des centaines de kilomètres de distance? Non, a-t-elle dit. Je l'ai remarqué avant que tu ne partes. La conversation est restée en suspens un moment. Puis elle l'a dit. J'ai entendu par quelqu'un que Manon est toujours à Cassis. Je n'ai pas répondu. Étienne, a-t-elle insisté, son ton s'adoucissant comme du velours sur du verre brisé. Même, l'as-tu vu? J'ai expiré et je me suis penché encore plus en arrière, regardant deux lézards se poursuivre sur la rampe du porche. Oui. Une autre pause. Et elle va bien. Elle enseigne. La voix de Diane s'est tendue d'un degré infime. Alors, vous avez parlé. Nous avons pris un café. Son souffle s'est coupé si faiblement que cela aurait pu être le crépitement de la ligne. C'est gentil, a-t-elle dit, mais ce n'était pas le cas. Tu as appelé pour prendre de mes nouvelles, ai-je demandé, même si nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. J'ai appelé pour entendre ta voix. Je n'ai rien dit. Et peut-être, a-t-elle ajouté, pour te rappeler où est la maison. J'ai regardé par-delà la pelouse l'arclan d'un carillon se balançant doucement dans la brise. Tu penses que j'ai oublié? Je pense que tu es confus, a-t-elle dit. Cette ville, Cassis, elle a cette façon de rendre les choses plus douces qu'elles ne le sont. La nostalgie est dangereuse, Étienne. J'ai laissé cela en suspens, puis j'ai dit calmement, l'arrogance aussi. Diane est restée silencieuse. Une longue pause. Puis, c'est ce que tu es maintenant. Non, ai-je dit. C'est ce que j'étais avant que tu ne me fasses oublier. Elle a expiré fortement cette fois. Alors, qu'est-ce que c'est? Une vengeance? Un jeu? Pas de jeu, Diane. Je suis juste enfin assez calme pour m'entendre penser. Des parasites sur la ligne. Puis, au revoir, Étienne. Je n'ai pas répondu. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone à côté de moi, le cœur toujours calme. Il ne s'agissait pas de la blesser. Plus maintenant. Il s'agissait de la sensation de ne pas être manipulé, de ne pas se sentir diminué dans une conversation, de prendre sa place et de ne pas s'en excuser. La semaine suivante, le temps a cessé de s'écouler en ligne droite. Manon et moi avons trouvé un rythme. Pas de planification, pas de pression.
Cela a commencé par une promenade sur la promenade un matin et s'est transformé en heure, comme si la ville elle-même nous invitait sans cesse à retourner dans des endroits que nous avions autrefois revendiqués sans le savoir. Nous avons revisité nos anciens repères, la librairie aux étagères de guingois et aux trop nombreux chats, le coin reculé de la bibliothèque universitaire où nous avions l'habitude d'étudier, et de ne jamais vraiment étudier, et le sentier du littoral où elle m'avait dit un jour que le silence n'était pas quelque chose à combler, mais quelque chose à partager. Elle était toujours la même dans tous les domaines importants. Elle avait toujours ce rire doux qui n'exigeait pas l'attention mais la méritait quand même. Elle parlait toujours avec ses mains quand elle s'enthousiasmait pour un livre ou une idée. Elle se déplaçait toujours comme si elle n'était pas pressée d'être ailleurs qu'ici. Nous n'avons pas parlé de Paris, de Diane ou des regrets, pas directement, mais dans les moments calmes comme lorsqu'elle m'a tendu la moitié de son sandwich sans demander, ou lorsque nous avons tous les deux attrapé le même coquillage sur la plage et ri comme si nous avions encore 23 ans je l'ai senti. Cette question invisible que ni l'un ni l'autre n'avons formulée, et si? Jeudi, nous nous sommes retrouvés au parc, assis sur le même banc où tout cela avait commencé. Cette fois, elle avait apporté un thermos de thé glacé et 2 gobelets en plastique avec des quartiers de citron flottant dessus. Nous étions assis, sirotant, observant les gens dans un silence facile. À un moment donné, un enfant est tombé de sa planche à roulettes et a éclaté en sanglots. Manon s'est levée avant que je puisse bouger, s'accroupissant à côté de lui, enlevant la saleté de son genou, parlant doucement jusqu'à ce que sa mère arrive. C'est là que j'ai réalisé à quel point la gentillesse lui était naturelle. Avec quelle discrétion elle la portait. Diane était axée sur les jeux de pouvoir et la présence. Manon, elle, était simplement. Rien de calculé, rien de retenu. Plus tard cet après-midi-là, nous avons marché sur le chemin de briques étroits qui contournait la marina, passant devant des bancs usés par le vent et des voiliers amarrés qui se balançaient doucement en rythme. J'avais l'habitude de rêver de partir, a-t-elle dit doucement. Quand nous étions jeunes. Les grandes villes, les rues bruyantes, le café des bistrots de coin au lieu des vieux dîners. Je voulais tout ça. Tu aurais pu partir, ai-je dit. Tu avais l'intelligence, le talent. Elle m'a regardé alors, son expression douce mais sérieuse. Je t'avais, toi. J'ai arrêté de marcher. Elle s'est tournée pour me faire face, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Quand tu es parti, j'ai pensé que c'était peut-être la bonne chose à faire. Peut-être que nous nous étions dépassés. Mais les années ont passé, et l'espace ne s'est jamais rempli avec quelqu'un d'autre. Je n'ai rien dit au début. Je ne pouvais pas. Alors elle a continué. Je ne suis pas en colère, a-t-elle dit. Plus maintenant. Je me demande juste parfois. Si tu étais resté, serais-tu toujours toi? J'ai hoché la tête lentement. Je ne pense pas être jamais devenu moi-même avant d'avoir quitté ce que j'avais construit avec Diane. Elle a offert un léger sourire. Alors peut-être que tu étais censé partir, juste pour pouvoir revenir. Nous nous sommes assis sur un banc surplombant l'eau. Le soleil se couchait dans des tons d'or brûlés et de lavande fumée. Son épaule a effleuré la mienne, et elle ne s'est pas éloignée. Moi non plus. Pas de grandes déclarations, pas de promesses, juste quelque chose de nouveau qui montait tranquillement entre nous. La paix. J'avais oublié à quel point la paix pouvait être bruyante. Il était tard. Le genre de tard où le monde se calme et où tout semble plus honnête. Manon et moi étions assis sous des guirlandes lumineuses dans un vignoble juste à l'extérieur de la ville. Il y avait de la musique flottant dans l'air, une guitare acoustique douce et des rires étouffés des tables voisines. Sa tête reposait légèrement contre mon épaule, et pour une fois, je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer quoi que ce soit. Puis mon téléphone a sonné. Diane. Je n'ai pas répondu tout de suite. Tu as besoin de prendre l'appel, a demandé Manon, en se retirant déjà. Je lui ai fait un léger signe de tête. Juste une minute. Je me suis éloigné de la table, le téléphone vibrant toujours dans ma main. Je pouvais sentir le poids du moment avant même de toucher l'écran. Quand je l'ai fait, sa voix est arrivée, furieuse. Alors, c'est ça, a-t-elle lâché. Pas de salutation. Tu es juste parti maintenant? En train de siroter du vin dans le trou perdu où tu t'es enfui. J'ai regardé par-delà le vignoble, les rangées de vignes en parfaite formation, la lune reposant doucement au-dessus d'elle. Bonjour à toi aussi. Ne fais pas ça, a-t-elle sifflé. N'agis pas comme si tu étais au-dessus de tout ça. Comme si tu n'avais pas abandonné notre mariage alors que j'y étais encore. Tu voulais une pause,
ai-je dit simplement. Je voulais de l'espace, pas ça, a-t-elle craché. Pas toi en train de jouer le guide touristique pour ton ex comme si nous n'avions jamais existé. Je pouvais l'entendre maintenant, la panique déguisée en colère. L'incrédulité que je n'étais pas revenu en rampant, que j'étais calme. Tu as l'air contrarié, ai-je dit. Bien sûr que je suis contrarié. Sa voix s'est brisée. Tu étais censé revenir. Tu étais censé me manquer. J'ai laissé le silence s'étirer. Elle l'a comblé. As-tu couché avec elle? Je n'ai pas bronché. Qu'est-ce que cela changerait exactement pour toi? Son souffle s'est coupé. Alors tu l'as fait. Silence de mon côté. Elle a adouci sa voix, a essayé un nouvel angle. Étienne, nous pouvons arranger ça. Tu avais besoin d'espace. Très bien. Tu l'as pris. Mais tu n'as pas le droit de réécrire notre histoire juste parce que c'est plus facile que de l'affronter. Je ne réécris rien, ai-je dit. Je la lis enfin clairement. Oh, allez, a-t-elle lâché. Tu penses que cette histoire avec Manon est réelle? Tu penses que tu es le premier homme à retourner vers ce qui semble sûr quand la vie devient compliquée? Cela a fait mal, mais pas comme elle l'entendait. Parce que ce n'était pas la sécurité qui m'avait ramené à Manon. C'était la clarté. Tu m'as dit un jour que je devais grandir, ai-je dit calmement. Je pense que je l'ai enfin fait. Son silence m'a dit qu'elle ne s'y attendait pas. Pas de ma part. Pas comme ça. Tu ne reviens vraiment pas, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Plus bas maintenant. Un peu brisé. Non, ai-je dit. Pas vers toi. Pas vers celui que j'étais quand j'étais avec toi. Diane a expiré comme si quelque chose s'était effondré en elle. Alors pourquoi répondre au téléphone? J'ai jeté un regard en arrière vers Manon, qui souriait au scintillement d'une bougie comme si elle lui avait confié un secret. Pour m'assurer que tu m'entendais cette fois, ai-je dit. Pas seulement la version de moi que tu avais retouchée. Diane n'a plus parlé, elle a juste raccroché. Pas de cris, pas de sanglots, juste le genre de silence qui comprend enfin ce qu'il a perdu. Je suis retourné à la table. Manon a levé les yeux. Tout va bien? Ça va maintenant, ai-je dit, et je le pensais. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Le vin avait un goût plus chaud, l'air était plus calme, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas senti que je devais une explication à qui que ce soit. J'ai traversé Paris sans musique, sans GPS, sans plan pour répéter ce que j'allais dire. Je n'étais pas là pour me disputer. Je n'étais pas là pour être compris. J'étais là pour en finir. L'appartement avait le même aspect, élégant et froid, comme une salle d'exposition en hauteur qui n'a jamais appris à ressembler à un foyer. Je suis entré dans le hall, j'ai fait un signe de tête au concierge qui me demandait autrefois mes plans pour le week-end. Il ne l'a pas fait cette fois. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée de notre appartement, Diane était dans la cuisine en train de verser de l'eau pétillante dans un verre, comme si elle savait que je venais. Elle s'est retournée lentement. Ses cheveux étaient parfaitement bouclés, son rouge à lèvres impeccable. Elle jouait toujours son rôle, même maintenant. Tu es de retour, a-t-elle dit, d'un ton neutre. Je ne me suis pas assis, je me suis juste appuyé contre le comptoir. Je suis venu pour parler, ai-je dit, pas pour rester. Elle a dégluti une fois, a posé le verre sans boire. Vas-y, j'ai regardé autour de l'appartement l'art coûteux, les comptoirs impeccables, le silence qui hurlait autrefois entre nous. Tu m'as demandé un jour si tout à ta carrière, ton indépendance, ton besoin d'être toujours la voix la plus tranchante dans la pièce en valait la peine. La mâchoire de Diane s'est crispée. J'ai continué, je ne t'ai jamais répondu. Elle est restée silencieuse. Mais je pense que tu connais déjà la réponse. Elle a légèrement secoué la tête. Tu n'es pas juste. Non, ai-je dit. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle a croisé les bras. J'ai tout donné à mon travail parce que j'essayais de construire quelque chose de solide. J'ai hoché la tête. Et tu l'as fait. Tu as construit une marque. Tu as construit un statut. Tu as construit de la distance. Elle a cligné des yeux rapidement. Tu fais comme si j'avais choisi ça plutôt que toi. Tu n'as pas choisi, ai-je dit. Tu n'as simplement pas remarqué que j'avais arrêté de tendre la main. Ça l'a piqué. Je l'ai vu dans la façon dont elle a laissé tomber ses bras, la façon dont sa voix a perdu son tranchant.
Tu l'as revu, n'est-ce pas, a-t-elle demandé, à peine plus fort qu'un murmure. Je n'ai pas esquivé. Oui. Sa gorge s'est nouée en une déglutition silencieuse. Et je me suis souvenu de ce que c'était que de parler sans qu'un chronomètre ne tourne. D'être écouté, pas toléré. De me sentir vu. Diane a fermé les yeux un instant. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes petit. Je ne pense pas que tu aies remarqué que tu le faisais, ai-je répondu. Le silence s'est étiré entre nous. Cette fois, il ne piquait pas. Il s'est installé. J'ai mis la main dans la poche de mon manteau et j'en ai sorti une enveloppe Kraft, je l'ai glissée doucement sur le comptoir. Les papiers du divorce, ai-je dit. Signé. Je les déposerai. Tu n'auras pas à te présenter. Diane a fixé l'enveloppe comme si elle était une bombe à retardement. Puis sa voix s'est brisée, basse et rauque. En valait-elle la peine? Je l'ai regardée dans les yeux. Elle n'était pas la raison de mon départ, Diane. C'était toi. Ses épaules se sont légèrement affaissées. Et tout ce que nous avons construit? J'ai laissé ma main reposer sur le comptoir, plate et immobile. C'est toi qui l'as construit, ai-je dit. Moi, je me suis contenté de garder les lumières allumées. Elle s'est détournée, clignant des yeux avec force. Le silence cette fois n'était pas lourd. Il était creux. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard autour de moi. C'était ma vie. Maintenant, ce n'était plus qu'une boîte coûteuse pleine d'échos. À la porte, j'ai fait une pause. Tu m'as demandé un jour si je regrettais quelque chose. Diane s'est retournée lentement. Je regrette de ne pas être parti plus tôt. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Pas de musique dramatique, pas de porte claquée, pas de dernier mot crié par-dessus mon épaule. Juste un clic silencieux derrière moi, et la première vraie bouffée d'air que j'avais prise depuis des années. Le palais de justice était calme ce matin-là. La lumière du soleil blanchi se déversait sur le sol comme si elle essayait de purifier l'endroit. Je me tenais seul devant la porte de la salle d'audience. Pas de nervosité, pas d'anticipation, juste la finalité. Ce n'était pas le genre de jour où l'on s'habille bien. Je portais ce que je portais toujours, un jean, une chemise propre, des bottes encore poussiéreuses de cassis. Je n'étais pas là pour impressionner qui que ce soit. J'étais là pour mettre le point final à un chapitre déjà clos. Le greffier a appelé mon nom. Je suis entré. La salle était presque vide. Quelques avocats. Un juge qui avait l'air à moitié endormi. L'odeur de vieux dossiers et d'air recyclé. Diane n'était pas là. Seulement un homme en costume anthracite assis là où elle aurait dû être. Son avocat. Ou peut-être son bouclier. Il s'est levé à mon entrée et m'a offert un sourire crispé. Monsieur Moreau, merci pour votre ponctualité. J'ai hoché la tête une fois. Je suis ici pour finaliser, ai-je dit. Il m'a fait signe de m'asseoir, puis a ouvert un dossier épais, feuilletant les documents comme s'il tournait les pages d'un scénario d'une pièce que ni l'un ni l'autre n'appréciait plus. Il y a juste un point dont vous devriez être conscient, a-t-il dit, sans lever les yeux. J'ai haussé un sourcil. Continuez. Il y a eu un retard du côté de Diane dans la fourniture des informations financières. Son entreprise subit une vérification interne. Cela m'a fait marquer une pause. Une vérification? Il a hésité. Cela concerne des irrégularités. Des allégations d'une relation avec un supérieur direct, un conflit d'intérêts, un détournement potentiel de fonds de l'entreprise. J'ai cligné des yeux lentement. Vous me dites qu'elle était impliquée avec quelqu'un au travail? Il a finalement levé les yeux, son regard prudent. Je vous dis que l'entreprise le croit. Je me suis adossé à ma chaise, les bras reposant nonchalamment sur les côtés. Pas surpris, même pas blessé. Juste confirmé. Le juge est entré et a pris son siège, et la procédure s'est déroulée rapidement. Des noms, des documents, le léger bruissement des pages glissant sur le chêne. Des formalités juridiques qui ressemblaient autrefois à des cauchemars sonnaient maintenant comme des berceuses. Quand le marteau est finalement tombé, c'était silencieux. Pas d'écho, pas d'applaudissements, juste un son qui disait « Vous êtes libre ». Je me suis levé. L'avocat est resté assis. Une dernière chose, a-t-il dit en fermant son dossier. Elle ne contestera pas les termes. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle quitte l'entreprise. J'ai hoché la tête.
C'est son affaire maintenant. Il a semblé m'étudier un instant, s'attendant peut-être à ce que je jubile, mais je ne l'ai pas fait. Elle n'avait pas perdu parce que j'étais parti. Elle avait perdu parce qu'elle n'avait jamais remarqué qui elle était devenue alors que j'étais encore juste à côté d'elle. Je suis sorti dans la matinée fraîche, le bruit de la circulation bourdonnant comme une musique de fond pour une vie que je n'avais plus à vivre. Pas de texto, pas d'appel, pas de gros titres. Juste la paix. Pas le genre explosif. Le genre qui s'installe profondément dans vos côtes et fait de la place pour la suite. Cassis m'a accueilli avec son froid hivernal précoce. Assez vif pour mordre, assez doux pour vous rappeler que vous êtes toujours en vie. Je suis descendu du train avec une petite valise et un bagage à main qui semblait peser plus de souvenirs que de vêtements. La gare était silencieuse, le genre de silence que l'on ne remarque qu'après trop de bruit. Mes bottes résonnaient alors que je traversais le quai, mon souffle s'élevant en doux nuages. La maison de mes parents n'était qu'à une courte distance en voiture. Un vieux bardage, des marches qui grincent, et l'odeur de cannelle qui ne semblait jamais quitter les murs, quelle que soit la saison. Mais avant d'atteindre le porche, je l'ai vue, Manon, assise sur la marche supérieure, les genoux légèrement rentrés, les mains enroulées autour d'une tasse en céramique d'où s'échappait encore de la vapeur dans le froid. Elle était emmitouflée dans ce même long cardigan d'il y a des années, gris et d'apparence douce, les manches retroussées à mi-hauteur comme si elle ne croyait pas à la nécessité de finir les choses à moins qu'elles ne semblent justes. Elle a levé les yeux en entendant mes pas et a souri. Pas un sourire dramatique, pas le genre qui est répété ou programmé pour faire de l'effet. Il était calme, assuré, comme si elle savait déjà que je serais là. « Salut, l'étranger », a-t-elle dit. Je me suis arrêté au bas des marches, laissant sa vue s'imprégner en moi. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Elle a pris une gorgée de son café. Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de quelque chose de chaud. Et ta mère a dit que le train devait arriver à midi. J'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais, j'ai monté les dernières marches et je me suis assis à côté d'elle. Nous n'avons rien dit au début. Pas besoin. Le silence était du bon genre. Le genre qui laisse vos épaules se détendre, votre pouls ralentir, vos pensées cesser de se faire la course pour trouver un sens. Après un moment, elle m'a regardé. Ça va ? J'ai hoché la tête. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Elle a penché la tête. Tu as l'air plus léger. Je me sens plus léger. Nous sommes restés assis comme ça pendant un moment, sirotant du café, regardant le givre fondre sur les bords de la rampe du porche. Je pouvais entendre le carillon d'un voisin. Un chien aboyant quelque part au loin. Le monde ne nous pressait pas. Pour une fois, nous avions le temps. Et maintenant, a-t-elle demandé, sans exiger, juste curieuse. J'ai jeté un regard de côté vers elle, puis vers la rue calme devant nous. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Mais je ne veux plus fuir quoi que ce soit. Ni courir vers quelque chose qui ne ressemble pas à ça. Elle a hoché la tête, les yeux doux. Ce n'était pas une grande déclaration. C'était un moment, une place sur un porche. Une femme qui n'a jamais eu besoin d'être la plus bruyante dans la pièce pour se sentir sûre de sa place. Je ne demande rien, a dit Manon après un moment. Pas aujourd'hui, ni même demain. Je l'ai regardée alors, et quelque chose en moi s'est apaisé. Mais tu es là, ai-je dit. Elle a hoché la tête. C'est suffisant, ai-je ajouté. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas promis l'éternité. Mais elle est restée à côté de moi sur ce porche, son épaule reposant légèrement contre la mienne. Deux personnes qui avaient fait une pause au mauvais moment et qui appuyaient enfin de nouveau sur « lecture ». Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas besoin d'un plan. Juste ça. Juste elle. Juste la maison.